Bon, donc on va pouvoir ah bah oui, c'est beaucoup mieux là, effectivement. Donc on va pouvoir, attaquer. Merci beaucoup, à tous d'être là et merci Magali et la French Craft parce que c'est, une super opportunité et je suis ravie, de vous amener, en voyage. Donc on va passer, un petit peu moins d'1 heure ensemble jusqu'à midi. Hem Et l'idée, c'est de partager d'autres vies que les nôtres. Ça vous rappellera peut-être un livre, parce qu'effectivement, ça fait 2 ans que notre monde s'est quand même pas mal, rétréci et qu'on aimerait, pouvoir repartir en Asie, même si pour le moment c'est un petit peu compliqué et c'est bien quand même de se rappeler de la richesse du monde parce qu'on ça fait 2 ans qu'on est un petit peu tournés vers nous-mêmes, et le monde, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous nourrit et donc on va faire ce voyage. Alors on a 7 destinations, on va essayer de les couvrir toutes, mais on va voir où ce voyage nous amène. Alors, on va partager l'écran. Voilà, donc main d'Asie et histoire de vie. C'est notre thème, attendez, c'est super bien. Mmh? Pardon, hein, on a voilà. Mmh, ouais. Alors, moi, j'ai une certitude, c'est que les objets, ils ont une mémoire qui va bien au-delà de, leur aspect pratique, esthétique, décoratif, et la manière dont ils sont faits, généralement avec beaucoup d'amour quand, il s'agit d'objets d'artisanat, et je trouve que ces objets, ils ont une mémoire et cette mémoire, c'est celle des rencontres que l'on fait quand on voyage, et quand on ramène des souvenirs de voyage, on va garder très longtemps, l'image du moment où on aura vu cet objet, l'artisan qu'on aura rencontré, la discussion qu'on aura eue avec lui et quand, on aura compris, tout l'amour qui a été mis dans la fabrication, et la conception de cet objet. Donc cette certitude, en fait, déjà, elle vient moi, j'aime l'Asie depuis toujours, et je suis assez obsédée, par ce continent, depuis l'adolescence, en particulier par le Japon, mais c'est comme toutes les Asies, qui depuis très longtemps, me fascinent. Donc j'ai une carrière dans le luxe, dans le retail, en marketing, en communication, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de basculer et de vivre de cette passion qui est l'Asie. C'est là que, Atelier Ikiwa a commencé à prendre forme et je suis partie, m'installer au Japon pour quelques mois, et en revenant, Atelier Ikiwa, a été imaginé. Hem, donc en fait, ma raison d'être et la raison d'être d'Atelier Ikiwa, c'est de célébrer l'art de vie, d'Asie et d'aider à la préservation de ces savoir-faire, artisanaux pour, une clientèle française. Donc pouvoir en parler, pouvoir faire connaître, tous ces aspects à une clientèle, française, et pour ça, en fait, on prend et Atelier Kiwa prend 1000 chemins de traverse, et il y a une partie qui est une partie, agence, je suis désolée. J'ai pas encore trouvé, je vais quand même trouver le moyen de bon, je vais essayer. On y arrive, hein. Je suis désolée, il y a un peu de rodage, mais c'est bon, il est 11h12, donc on est sur notre lancée, et on va régler les problèmes techniques. Donc 4 piliers, qui sont 4 manières, d'approcher le sujet de la préservation, la valorisation, la célébration, de l'art de vivre d'Asie et la préservation de ses savoir-faire. Il y a une partie qui est une partie agence, donc une agence conseil, marketing, communication, pour des marques, pour des artisans, qui mettent, l'objet, qui mettent la relation avec l'Asie, dans leur manière d'appréhender, leur positionnement et donc je les aide sur des sujets de marketing, de communication, des collaborations, des événements, du storytelling. Je fais beaucoup de photos, donc de la photographie, ça peut être des reportages, voilà, de la mise en relation pour imaginer comment, on peut faire connaître cet artisanat, et ces artisans d'Asie, à une, clientèle, et à un public français. Il y a une deuxième partie qui est une partie inspiration,
et c'est mon envie de faire connaître cet artisanat et ces artisans. Donc ça passe par plusieurs formats. Heu, c'est un Instagram, c'est des photos beaucoup, c'est des articles, c'est des reportages et cetera. Tout ce qui va pouvoir, donner, et ouvrir des fenêtres sur l'Asie. Alors, tous ces piliers sont pour certains en construction. Donc la partie objet est par exemple, un bloc en construction et là l'idée c'est, de pouvoir, offrir une sélection d'objets, d'artisanat contemporain d'Asie, en toute petite, série, voire, des éditions, uniques, qui sont pas des objets qu'on a l'habitude de voir ou de trouver, en France, donc sous un format e-shop. Donc ça, c'est en train de se mettre en place et la dernière partie, c'est une partie édition. Et donc j'ai déjà écrit 2 guides sur quand on part en voyage. Alors pour le moment, c'est un petit peu compliqué, hein, mais un jour prochain, on pourra repartir en voyage en Asie. Où, où on va, où est-ce qu'on trouve des beaux objets, quelles sont les boutiques et les plus belles adresses d'une destination pour pouvoir, quand on a peu de temps, quand on voyage, pour pouvoir s'assurer que les souvenirs que l'on ramène de voyage ne sont pas, des souvenirs qui n'ont rien à voir avec le pays, comme c'est malheureusement souvent le cas dans les souvenirs touristiques, mais qu'on va chercher, un bel objet. Il vaut mieux en ramener un beau que plusieurs, faits ailleurs, et donner la clé des belles boutiques où trouver cet artisanat contemporain ou traditionnel, d'art ou du quotidien. Et donc il y a, les 2 guides, un papier, et un format carte postale, sont dédiés à Kyoto pour le moment, qui est donc la ville, où j'ai vécu quelques mois. Alors, on va partir en voyage. Chaque voyage est, volontairement hyper aspirationnel, heu, mais finalement, il faut aussi se dire que l'artisanat, c'est on rêve beaucoup, mais il y a des vrais sujets derrière l'artisanat, et l'artisanat est finalement en première ligne des soubresauts du monde et c'est intéressant et important pour chacun des voyages que l'on va faire, de s'émerveiller, de rêver, de partir loin, mais aussi de se poser quelques questions, et chaque voyage va nous permettre de nous poser, une petite question qui va nous rappeler, la dimension, unique et mondiale de cet artisanat d'Asie. Notre premier voyage, on va le faire, au Japon. On va partir au Japon et on va partir chez Shindosan et on va découvrir, un usage assez insoupçonné autour du saké. Alors pour vous donner un petit peu l'ambiance du lieu, on est, dans un village qui est la quintessence du fantasme de la campagne, japonaise. Donc c'est des maisons en toit de chaume, c'est, une vie, très liée aux saisons. C'est que le Japon est très marqué par les saisons et dans ce petit village, on vit, les saisons, très fortement, des traditions très marquées qui rythment le quotidien et on est à Miyama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Miyama? C'est à la fois très proche et très loin de Kyoto, parce que c'est juste au nord, mais vraiment à pas beaucoup de kilomètres, sauf que c'est des toutes petites routes pour y arriver. Donc, on peut y aller qu'en voiture ou quelques hypothétiques bus, donc c'est pas hyper simple et dans ce petit village où il y a une quarantaine de maisons, il est très, très bien préservé, très vivant aussi, mais très bien préservé et minuscule. Il y a 40 maisons au toit de chaume et au milieu, de ce village, il y a un petit trésor qui s'appelle le petit musée de l'indigo. Et ce petit musée de l'indigo, c'est Shindo-san qui l'a conçu. Shindo-san, c'est à la fois un artisan, c'est un artiste, et il travaille l'art de l'indigo. Et en fait, sa manière d'appréhender, l'indigo, c'est de s'approprier toutes les traditions. Donc il ne remet pas du tout en question les traditions japonaises de l'indigo, mais il va vraiment travailler autour de, comment réinterpréter l'indigo, comment lui donner une dimension très contemporaine. Donc c'est à la fois un très grand collectionneur d'indigo du monde entier, parce qu'en fait l'indigo, donc c'est une couleur absolument, fascinante, un bleu foncé hyper puissant, et qui se retrouve sur tous les continents, sans qu'il y ait eu d'échanges commerciaux et avant même les échanges commerciaux, l'indigo était déjà travaillé, sur tous les continents. Donc dans son petit musée de l'indigo, il y a une très, très belle collection
d'indigo et de textiles autour de l'indigo du monde entier. Et en plus de ça, il y a un atelier où, donc c'est son atelier, c'est là qu'il travaille, et tout ça se visite et on peut comprendre comment l'indigo japonais spécifiquement et sa vision à lui très contemporaine de l'indigo s'articule. Tout ça est abrité dans une maison, dans ce qu'on appelle une minka, donc qui est une ferme japonaise, qui a plus de 200, je crois qu'elle a 220 ans. Et donc, c'est une expérience tout à fait exceptionnelle que de visiter ce petit musée. Alors, l'indigo japonais, il a bien sûr des points communs avec les autres indigos du monde et notamment l'usage de la plante. Alors, sur certains continents, les plantes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, au Japon, c'est une plante qui, euh, euh, qui est spécifique du Japon et qui va permettre de réaliser donc les bains d'indigo, qui sont des bains qui sont réalisés dans des cuves. Donc, on enterre des cuves en céramique. Ce sont des grosses cuves en céramique brune qu'on enterre dans le sol jusqu'au col, donc elles ne dépassent pas. Et dans ce bain, on va mettre donc cette fameuse plante japonaise qui fait l'indigo, qui s'appelle la renouée japonaise. On va lui mettre de la chaux, donc de la poudre de coquillage. On va lui mettre du son, donc la fameuse enveloppe qui protège les céréales, plus de l'eau qu'on va avoir filtrée au préalable dans de la cendre, et on va lui ajouter, bien sûr, du saké, parce qu'on est au Japon. Et de manière très traditionnelle, l'indigo japonais a été travaillé avec un petit peu de saké. Donc, toute cette technique très traditionnelle, Shindo-san les conserve et il va travailler. Alors, il y a des techniques qui commencent à être assez célèbres en Europe sur l'indigo japonais. Par exemple, le shibori, qui est le tie-and-dye. Donc, on fait des liens sur le tissu avant de le teindre. Le katazome, qui est une manière d'imprimer le tissu avec des tampons, avec une réserve à base de pâte de riz qui s'utilise avec un pochoir. Mais il a aussi inventé une technique à lui, donc qui est unique, qu'il a appelée Shindigo. Alors Shindigo, parce que c'est la contraction à la fois de son nom de famille, Shindo plus indigo, et aussi Shin, qui veut dire nouveau en japonais. Et donc, c'est ce que vous voyez complètement à gauche. Donc, c'est un nouveau procédé d'impression qui fait apparaître le tissu, donc sur un tissu de coton blanc, des fines rayures bleues qui vont être complètement aléatoires sur le tissu. Il faut savoir que Shindo-san a été exposé au MoMA. Il fait des expositions dans le monde entier. Donc, c'est un grand monsieur de l'indigo. Et la chance qu'on a, c'est si vous passez à Kyoto, il faut aller dans son petit musée parce que il est là, alors pas toujours, mais il est là pour accueillir et en beaucoup de simplicité et de gentillesse expliquer son parcours. Alors, la question qu'on peut se poser sur cet indigo japonais, pour le coup, c'est le côté exceptionnel d'une vision qui est très ancrée dans une tradition, dans la tradition japonaise, mais finalement un artisanat qui arrive à se détacher des traditions. Donc, il y a beaucoup de respect dans ces traditions, mais il y a aussi une manière très forte et très créative de réinventer. Et finalement, quand on pense à tous ces artisanats traditionnels d'Asie, je trouve que c'est un excellent exemple d'un artisanat qui est complètement en phase avec son temps et qui arrive à capter de nouvelles audiences, à se faire connaître et qui ne reste pas ancré sur des traditions qui, vous le verrez dans d'autres exemples, peuvent avoir des difficultés à survivre au monde moderne. Donc ça, c'était notre premier voyage au Japon. Et notre deuxième voyage va nous amener en Birmanie. Alors, pour ceux qui connaissent la Birmanie, on va parler de l'or de Bagan. Et ceux qui connaissent la Birmanie vont tout de suite savoir ce qu'est Bagan. Ah, décidément. Ah, mais en fait, j'appuie pas au bon endroit. Voilà. Donc, l'ambiance du lieu, c'est un décor absolument stupéfiant et irréel de milliers des temples, des stupas, des monastères. Le matin, on se lève très tôt à Bagan
et le tout est nappé dans une brume, un peu fantomatique. C'est une plaine très sèche, très poussiéreuse, des tons ocre, brun, vert, et c'est une des destinations les plus exceptionnelles, d'Asie. Donc Bagan est au cœur de la Birmanie. C'est, la vallée des très précisément 2834 temples, dont les plus vieux datent du XIe siècle. Et l'artisanat, dont on va parler, c'est l'artisanat de la laque, donc les artisans laqueurs, de Bagan. Et c'est l'éloge du temps, d'une sagesse et d'une vraie patience, parce que la laque et le travail de la laque, n'est pas juste dépendant du travail de l'artisan et de la main de l'artisan, si bien évidemment, la main de l'artisan est l'outil et l'élément clé de ce travail. Mais la laque, ça va dépendre de l'humidité, ou au contraire, de la sécheresse, du soleil, de la température qu'il va faire en extérieur. Donc il y a beaucoup d'éléments, pour lequel, il faut attendre. Des fois, il faut attendre, les c'est pas un travail qui suit des saisons, mais les saisons sont pas toujours fiables, comme on le sait, et donc les laqueurs ont appris cette patience, pour pouvoir, adapter leurs gestes, qui sont des gestes, qui dans les ateliers, donc il y a des spécialisations, chacun se spécialise sur des parties du travail, et donc chacun va vivre au rythme de cette nature, qui impose un petit peu ses conditions. Et qu'on la laque de Bagan, ce sont, des objets, alors ça peut être des objets, des meubles qui sont d'une laque noire, très, très intense et très brillante. Hem, alors vous avez peut-être déjà vu des objets, en laque, de de Birmanie. La laque, c'est une technique qui est utilisée beaucoup en Asie, et chaque pays, avec des artisans laquiers va utiliser, alors non pas tellement des techniques différentes, mais en tout cas des matériaux et des objets, des supports et une manière de travailler la laque qui va être différente. Et donc en Birmanie, la laque, c'est une résine, hein, ça vient d'un arbre. Donc en Birmanie, c'est un arbre qui s'appelle le Gluta usitata. Donc on incise l'arbre pour récolter la sève de cet arbre, la résine. Il faut faire sécher ensuite cette résine. Donc pour la faire sécher, on creuse des caves une cave sous les ateliers. Il faut que la cave soit en terre battue, il faut qu'elle soit de l'humidité, parfaite, il faut que ce soit dans le noir complet. Donc on a déjà un processus qui est assez complexe. Une fois qu'elle aura été, mise à reposer dans cette cave, on va la sortir et l'exposer au soleil, et c'est ce contact avec le soleil qui va lui donner sa teinte très, très noire, très puissante, et en fait le dégradé de noir et la puissance du noir va dépendre de la quantité d'eau qu'on aura plus ou moins, rajoutée, avec la laque pour la fluidifier. Hem, Ensuite, on va travailler des objets, et donc les objets, ils peuvent prendre plein de formes. Et ce qui est intéressant en Birmanie, c'est qu'il y a un très gros travail, autour du bambou, donc un bambou qui est tressé, donc des lamelles de bambou très fines, et dans le cadre de cet objet, par exemple, il a été ajouté du crin de cheval, ce qui fait que l'objet a une particularité, on peut le presser, alors pas trop quand même, il reste très souple et ça ne va pas fissurer la laque. Et ensuite, on commence à appliquer, donc sur l'objet terminé, sur l'objet, qu'on aura travaillé, donc par exemple un bol en bambou, on va commencer à appliquer, des couches de laque. Et ça, c'est aussi très lié au temps et à la nature et à l'humidité, puisque entre chaque couche, de laque, il va falloir faire sécher, l'objet. Alors on applique une couche, on brosse, on polit, on fait sécher. Ça peut prendre jusqu'à 10 jours pour faire sécher chaque couche, et chaque objet, on va appliquer jusqu'à potentiellement, 12 couches. Donc un objet en laque, peut prendre jusqu'à 6 mois pour être, fabriqué, en Birmanie. Hem Et il y a plusieurs techniques aussi qui ont été utilisées. Donc vous avez des objets en laque noir classique, il y a beaucoup de laque rouge en Birmanie, et on utilise un colorant pour donner son aspect rouge à la laque. Et puis ensuite, vous avez des spécificités birmanes,
Par exemple, la laque, on va graver des motifs sur la laque, donc on va appliquer beaucoup de couches de laque différentes, de différentes couleurs de laque d'ailleurs, et puis ensuite on va graver en enlevant les couches supérieures, on va aller assez profond pour faire apparaître des motifs. Et une autre particularité de Birmanie que je trouve extraordinaire, c'est d'appliquer des feuilles d'or. Et si vous connaissez la Birmanie, vous savez qu'il y a un travail, les feuilles d'or qu'on trouve dans les temples, c'est en soi toute une aventure et tout un voyage. Et donc des feuilles d'or aussi légères que du souffle du vent qui est appliqué sur ces lacs. Voilà, donc c'est un artisanat qui est vraiment exceptionnel, mais bien évidemment, nous sommes en Birmanie et donc il y a un vrai sujet parce que la Birmanie, alors il y a bien sûr le Covid. Bagan en 2019 accueillait 500 000 visiteurs. Depuis mars 2020, il n'y en a aucun. La LAC, même s'il y a bien sûr un marché traditionnel intérieur birman, c'est le plus gros du marché pour tous les artisans de Bagan, c'est le tourisme. Ce sont les visiteurs internationaux ou l'export. Euh, Or, entre le Covid et la situation politique en Birmanie, il y a un vrai sujet de ce que deviennent les artisans birmans et le travail de la laque en Birmanie, sachant qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres pays autour de la Birmanie qui travaillent la laque à des prix intéressants, notamment le Vietnam. Donc c'est un vrai enjeu, c'est une vraie question sur ces métiers et sur ces techniques d'artisanat dans des pays où l'instabilité politique, malheureusement, rendre l'environnement extrêmement difficile pour ces artisans. Alors, après la Birmanie, on part plus au nord, on va en Corée du Sud. Alors, je sais que Frédéric est sur notre conférence aujourd'hui, donc ça va lui rappeler beaucoup de souvenirs. Parce que la Corée du Sud, bah, finalement, on connaît le K-pop, le K-cinéma, la K-food, et finalement l'artisanat, donc le K-craft, on le connaît un petit peu moins. Mais il semble qu'il y a des choses intéressantes qui se passent en Corée du Sud. C'est un pays extrêmement dynamique. Et donc l'ambiance du lieu, c'est en fait se dire finalement qu'est-ce que on connaît de la Corée? Qu'est-ce que vous connaissez de la Corée? Évidemment, vous allez dire Squid Game, parce que c'est le sujet à la mode. On va parler de Parasite, on va parler du groupe BTS, mais la culture, l'artisanat, qu'il soit traditionnel ou contemporain de la Corée du Sud, c'est pas encore un sujet qui est tellement sur la table et que l'on voit de manière très forte en France. Or, c'est quand même un pays qui a une richesse culturelle, d'une part, donc des traditions extrêmement fortes, et un dynamisme et une créativité, autour d'un artisanat, contemporain qui est tout à fait ébouriffante. Donc on se dit qu'il y a beaucoup de potentiel. Et je vous amène pour ce voyage, à Incheon. Incheon, c'est à 60 kilomètres au sud de Séoul. C'est un haut lieu de production de céramique. Donc, il y a 90 manufactures en activité, plus de 350 fours de potiers. Et la production céramique coréenne est établie depuis le 5e siècle. Euh, c'est c'est sûr que la Corée étant coincée entre deux très forts en tête que sont la Chine et le Japon sur la céramique, sur les sujets d'artisanat, la Corée n'est pas encore très, très connue en dehors de ses frontières pour sa céramique, même si, bien sûr, les fans la connaissent très bien, mais ça n'a pas encore vraiment touché le grand public. Et pourtant, la céramique coréenne a des spécificités, donc ils ont développé des techniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous connaissez peut-être la céramique traditionnelle coréenne qui a une forme qu'on appelle la jarre de lune, donc qui est proche de la sphère, mais qui n'est pas tout à fait une sphère. Ils ont aussi développé une technique de céramique que l'on grave, donc qui est incrustée avec des outils, on va aller graver la céramique. Mais ça, c'est le côté traditionnel. Et le côté moderne est aussi tout à fait passionnant. Et donc, on va aller à la rencontre d'une artisane qui s'appelle Sun Young Park, qui est artisane, artiste,
moi je trouve très poétesse aussi, dans sa manière d'approcher la céramique avec beaucoup de force, de délicatesse. Elle a déjà exposé à Paris, elle a été présente, au à Maison Objet à plusieurs reprises, et je l'avais rencontrée, dans le cadre de mon emploi précédent, à la Vallée Village où on avait, organisé une exposition sur, l'artisanat coréen, hem et sa technique sa technique, c'est en fait de partir de traditions très fortes dans la céramique coréenne que sont, alors d'une période qui s'appelle Joseon, du 15e siècle, de partir de la porcelaine blanche et bleue, donc qui est une porcelaine assez traditionnelle, de s'inspirer de motifs également traditionnels, mais de lui donner une vraie modernité. Donc elle fait tout elle-même, c'est-à-dire qu'elle fabrique, elle développe ses propres pigments, donc elle fabrique ses propres pigments. Elle, travaille ses motifs, donc ils sont, moi je trouve très délicats, et hyper élégants. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple d'une céramique qui, n'a pas son équivalent, dans d'autres pays, qui est vraiment très spécifique à la Corée, qui a une vraie personnalité, tout en étant très ancrée dans des vies contemporaines et dans des objets, que l'on peut, aimer. Je suis très contente de mes bols, que j'ai depuis quelques années et qui me rappellent cette rencontre, qui me rappelle la rencontre avec cette artisane, et ça, ce sont des bons moments, de mémoire. Heu, il y a un vrai sujet, moi je trouve absolument passionnant sur, ce qu'on appelle le soft power de l'artisanat. C'est-à-dire la capacité le soft power, c'est la capacité d'un pays dans plusieurs domaines, dont celui de la culture, à finalement raisonner, à se créer une réputation, à se créer une image positive, et l'artisanat est un outil exceptionnel de soft power. La Corée du Sud, je pense, est le maître et vraiment heu à développer le soft power de manière tout à fait exceptionnelle. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le K-pop, K-cinéma, et cetera. Heu, le K-craft, moi, je pense que ça peut devenir aussi un des leviers forts du soft power coréen, et je ne serais pas surprise, que la créativité ébouriffante de la Corée arrive, en France à un moment ou à un autre, de manière, très forte. On peut avoir le Squid Game, de la céramique coréenne, qui arrive, dans pas très longtemps, et ça, ce serait une excellente nouvelle, et Frédéric a l'air d'accord. Alors, nous quittons la Corée du Sud et nous allons tout à fait ailleurs, dans un pays qui est le Bhoutan. Alors, c'est un peu mystérieux le Bhoutan, et c'est pas un pays dont on parle beaucoup. Et alors, pour ce voyage au Bhoutan, je vous invite à prendre un thé avec la reine Jetsun Pema. Donc, c'est quand même tout un programme. Et pour vous donner l'ambiance du Bhoutan, l'air est très frais parce qu'on a l'Himalaya juste à côté. On entend des psaumes chantés, les moulins à prière qui sont, passés avec un tac 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 qui est assez caractéristique, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr. C'est le bouddhisme tibétain qui est très présent, au quotidien au Bhoutan, et donc dans des monastères, dans des temples. C'est un pays assez, unique, et qui a une culture et un respect de ses traditions, et qui conserve des traditions qui sont très fortement ancrées dans le quotidien des Bhoutanais. Donc le Bhoutan, pour le situer sur une carte, c'est pas un pays qui est très, très connu. C'est pas un pays qui est très visité parce que bon, jusqu'à 2000, jusqu'à 2019, jusqu'à 2020, il n'était pas hyper facile d'accès. Et alors le Bhoutan, il est quand même coincé entre 2 mastodontes qui sont pas des plus simples à gérer, que sont la Chine et l'Inde. Et il a réussi à rester totalement indépendant. Donc c'est un petit royaume, himalayen, donc on est sur, des hauts niveaux d'altitude. Et c'est ça qui le rend vraiment intéressant, différent et fascinant, c'est que ces traditions sont très préservées. Et donc, on va pas parler d'une artisane en particulier, mais on va parler de la Druk Gyaltsen, ça veut dire la reine dragon, du Bhoutan, qui est Jetsun Pema. Après, je vous parlerai de son mari aussi, mais elle a, pour moi, c'est vraiment la quintessence
de la meilleure ambassadrice que le Bhoutan puisse porter. Elle est toute jeune, c'est la plus jeune reine au monde. Alors, on ne va pas se refaire point de vue image du monde, hein, bien sûr, mais pas ici pour parler de royauté. Mais de manière très intéressante, je trouve qu'elle représente parfaitement ce que le Bhoutan est, c'est-à-dire un pays qui préserve des traditions de manière tellement forte que le textile bhoutanais et la tenue traditionnelle du Bhoutan n'est pas du tout une figure de style, mais c'est le quotidien des Bhoutanais. Donc, Jetsun Pema, elle porte la tenue traditionnelle des femmes. Donc, c'est ce qu'on appelle une kira, qui est la grande robe, donc 1,50 m sur 2,8 m, donc très long morceau de tissu que l'on drape comme une robe portefeuille. Par-dessus, elle a une chemise. Donc la robe est aussi attachée avec un petit poinçon et une petite broche en argent. Elle porte une chemise dont donc les manches ont été retournées sur une petite veste très courte et ce châle très étroit qui est porté sur les épaules et qui est entièrement brodé. Et alors, on parle de la reine, mais il faut aussi qu'on parle de la tenue des hommes. Donc là, pour vous donner une vision complète, alors pas tout à fait complète, parce que depuis, il y a eu un deuxième petit prince, mais vous avez le roi et le premier petit prince, donc l'héritier du trône, dans leur tenue traditionnelle, donc la tenue des hommes qui s'appelle le go. Et la tenue des hommes au Bhoutan, c'est une grande robe, une robe en fait que l'on noue à la taille avec une ceinture et avec des très longues manches en dessous qui sont retroussées sur le dessus de la tenue. Ça a quand même une certaine allure. Et au Bhoutan, tout le monde porte les tenues traditionnelles. Alors, évidemment, il y a un côté aussi un peu imposé. Donc, certains métiers, il y a une obligation de porter les tenues. Mais finalement, les Bhoutanais sont très fiers de leur tenue, donc le portent spontanément, même si évidemment les jeunes rêvent d'Adidas et de Nike. Mais c'est une vision tout à fait fantastique dans ce pays que de voir la fierté avec laquelle les Bhoutanais continuent à porter la tenue. Et alors pourquoi ces tenues sont exceptionnelles? C'est parce qu'il y a un héritage et une tradition autour du textile au Bhoutan qui est très très forte. Alors vous avez beaucoup de techniques, c'est du tissage donc qui est réalisé par les femmes. C'est vraiment une activité féminine. Dans les villages, alors évidemment un peu moins maintenant dans les zones urbaines parce que le Bhoutan s'ouvre euh, à la modernité et dans les zones urbaines, les services se développent beaucoup, donc il n'y a plus de métier à tisser dans les villes, moins. Mais dans les villages, il y a toujours un métier à tisser et les femmes apprennent, les grands-mères, les mères apprennent à leurs petites filles le tissage très très jeunes et ce sont des traditions qui perdurent et des techniques qui sont hyper techniques. Chaque village, chaque zone géographique va avoir ses motifs spécifiques. Et donc là, vous avez, si on part de gauche à droite, donc c'est des tissus que j'avais photographiés. Donc vous avez une kira, donc la tenue féminine. Ensuite, vous avez un porte-bébé traditionnel. Ensuite, vous avez une grande couverture. En jaune, c'est un tissage qui est utilisé dans les temples, puisque le jaune est une couleur de très bon augure dans le bouddhisme tibétain. Et à droite, vous avez le go, donc la tenue des hommes. Alors, la question, bien sûr, qui se pose sur le Bhoutan, c'est finalement son artisanat. On ne le connaît pas du tout. Moi, je l'ai découvert totalement en allant au Bhoutan. Le Bhoutan aimerait bien être connu pour son artisanat, mais finalement, il y a beaucoup d'artisanat. La question peut se poser, et pas seulement au Bhoutan, quelle est la place de cet artisanat et est-ce que ancrer cet artisanat en dehors du Bhoutan et donc potentiellement le transformer, euh, est-ce que ça a du sens sans dénaturer les traditions? C'est-à-dire comment un pays peut arriver à avoir en parallèle, à garder en parallèle des traditions très fortes sans vendre ces traditions, vendre entre guillemets ces traditions à un goût qui serait développé spécifiquement pour l'Occident. Et ça, c'est un vrai sujet parce que le textile bhoutanais tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas forcément complètement adapté à nos goûts. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire demain un artisanat bhoutanais? À quoi est-ce qu'il peut ressembler un artisanat bhoutanais qui pourrait plaire en France et au plus grand nombre?
Alors pour notre 5e voyage, on retourne au Japon parce que finalement on ne se lasse pas du Japon. Et là on va, parler de 2 mots en particulier, qui sont des mots que vous allez peut-être entendre pour la première fois. Que le Japon, le vocabulaire, japonais, dans tout domaine, mais dans l'artisanat en particulier, est extrêmement riche et inspirant et extrêmement précis. Alors l'ambiance du lieu, là, pour le coup, on est vraiment dans le Japon, très classique, très fantasmé, des temples, des jardins, c'est le bois, très sombre, des parquets. C'est l'objet, hein, c'est pas les objets, mais on imagine un objet qui est positionné avec un côté assez minimaliste, mais qui va valoriser et qui va sublimer l'objet. Et cet objet, il aura vécu. Cet objet, il n'est pas du tout clinquant, neuf et brillant. Il aura la patine du temps et c'est ça qui lui donnera sa force. Euh, c'est le temps qui est passé, parce que le temps au Japon, ça, les saisons passent, le temps s'écoule inexorablement. Et ça, c'est très beau. Et les Japonais aiment beaucoup les objets qui ont vécu, qui ne sont pas parfaits. C'est le fameux wabi-sabi dont on parle pas mal en Occident, mais c'est très vrai sur l'artisanat japonais. Et pour ce 5e voyage, on reste à Kyoto, enfin on va à Kyoto, parce que tout à l'heure on était au nord de Kyoto. On va à Kyoto, qui est le berceau, un des berceaux de l'artisanat japonais, puisque ça a été cour impériale pendant plusieurs siècles. Et à Kyoto, il y a beaucoup de marchés aux puces, notamment tous les 21 et 25 de chaque mois. Il y a 2 temples qui hébergent un fantastique marché aux puces et aux antiquités. Donc on se promène autour des temples, et il y a quelques trésors à dénicher. Et c'est là que l'on va trouver beaucoup de trésors. Et Enami-san contribue à l'un de ces trésors. Donc Enami-san, je l'ai rencontré, je n'ai pas sa photo. D'ailleurs, ce ne sont même pas ses mains, parce que ce sont les mains de sa femme. Et Enami-san, il y a beaucoup de mystères et de secrets autour de ce qu'il fait. Et lui, il est artisan autour d'une tradition qui est vraiment typiquement japonaise, sur le tissage de cordelettes. C'est le tissage textile le plus étroit au monde. Et ces petites cordelettes, donc il y a un métier à tisser, il est le seul à le faire. C'est la 15e génération, donc de la même famille. Donc il est le 15e représentant de cette famille à tisser ces petites cordelettes. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et alors, dans son atelier, il y a un placard rempli de ces petites cordelettes, mais surtout, il n'ouvre pas le placard et il ne nous montre pas ces cordelettes parce que c'est très secret. Et il garde donc cette lignée de tradition, il la garde très précieusement enfermée en partie dans son placard, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le premier mot de notre vocabulaire du jour, c'est tomobako. Alors, tomobako, en fait, c'est la boîte. Parce qu'au Japon, bien sûr, l'objet est hyper important. L'objet que l'artisan aura fabriqué est très, très important. Mais finalement, le contenant est presque aussi important que le contenu. Et donc, pour valoriser un objet, pour le magnifier et aussi pour le permettre de le stocker dans de bonnes conditions et qu'il ne s'abîme pas, ben, les Japonais ont développé les tomobako, qui sont des boîtes faites dans un bois hyper léger, qui est le bois de Polonia, donc qui sont de la taille de l'objet. Donc on va ranger cet objet dans cette boîte. Ce sont des boîtes où le nom de l'artisan est indiqué, donc on sait exactement, c'est la signature de l'artisan qui va apparaître sur la boîte. Et vous aurez remarqué que ces boîtes sont fermées par des petites cordelettes, qui sont les fameuses cordelettes de notre artisan de Kyoto, Enami-san. Donc ça, c'est notre premier mot. Et donc notre deuxième mot, c'est, eh ben, ce sont ces fameuses petites cordelettes, donc les Sanada Himo. Et les Sanada Himo, donc elles sont soit en soie, ça c'est les plus chics et les plus chers, soit en coton, soit, alors là c'est quand même plutôt de la production un peu moins chic, en nylon.
Et en fait, les Sanadahimo, elles étaient utilisées alors pour les samouraïs à l'époque, pour tenir leur épée. Quand ils attachaient leur épée, ils mettaient le Sanadahimo. Donc pour les fameuses boîtes, pour maintenir, pour conserver les objets. Heu, pour dans les maisons de thé, il y en avait aussi pas mal, pour transporter de l'encens et cetera. Le principe de cette cordelette, c'est que chacune a un motif unique qui est lié à la personne, donc à l'artisan, au samouraï. Donc il y a autant de motifs que de commanditaires du, Sanada Himo, et c'est pour ça que le placard est très secret, parce qu'il y avait à l'intérieur les Sanada Himo de gens très importants, et il fallait pas que le grand public, puisse y avoir accès, puisse, voir, les Sanada Himo qui étaient présents dans ce placard, qui étaient des traditions conservées dans la famille depuis 15 générations. Donc ça a, un côté, assez fascinant, hem et l'enjeu, finalement, c'est se dire, bon, Enami-san, malheureusement, ne semble pas avoir de descendance. Donc ça, c'est un sujet qui avait l'air assez compliqué, donc on va pas trop élaborer sur le sujet. Il faut savoir que les traditions japonaises, généralement artisanales, se transmettent de père en fils. Mais là, en l'occurrence, a priori, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a plus personne ne fait des sanada himo au Japon. Enfin, c'est vraiment un artisanat il y a plus d'artisans. Lui, c'est la 15e génération, et donc qu'est-ce qui va se passer derrière? Il n'est pas très âgé, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Il n'est pas très âgé, mais bon, a priori, il aura pas d'enfant. Et surtout, quelle est la place de ces traditions, les tomobako, les sanada himo, dans le Japon du 21e siècle? Forcément, une jeunesse qui s'intéresse, nettement moins à ces sujets. Heu, donc ça, c'est une vraie question sur l'artisanat en général, hein, pas juste l'artisanat du Japon ou d'Asie. C'est la transmission de ces savoirs. Comment est-ce qu'on conserve, ces techniques, et quel est leur usage au 21e siècle, si elles ont un usage? Et est-ce que ça reste juste, bah, ce que j'ai appelé du délicieux vintage? C'est-à-dire on en garde le souvenir, et quand on va dans les marchés aux puces et aux antiquités, on en voit et on en trouve. Notre 6e voyage, c'est la Chine. Alors c'est un voyage qui est un tout petit peu plus provocateur, parce que la Chine, a pas hyper bonne presse, hein, pour plein d'excellentes raisons raisons, pardon. Ceci dit, ça nous intéresse quand même drôlement l'artisanat en Chine, parce que sous la couche de Made in China, il y a quand même quelques pépites. Et donc c'est une certaine idée de la Chine, à laquelle je vous convie, qui est la Chine, assez fantasmée. C'est ce que la Chine a apporté au monde dans les arts, dans la culture, dans l'artisanat. Ça, c'est vraiment indéniable. Et donc, forcément, on la trouve un petit peu moins aujourd'hui, cette culture, quand on parcourt les villes chinoises. Mais quand on pousse, les portes dans les vieux quartiers de Pékin, qui restent des vieux quartiers de Pékin, il y a quand même des merveilles à découvrir. Et pour ce voyage, on va à Jingdezheng. Alors ma prononciation est forcément tout à fait épouvantable, mais c'est dans la province du Jiangxi, et ça a été et cela reste la capitale mondiale de la porcelaine. Et il y a peu de pays qui ont atteint une telle perfection dans le travail de la porcelaine. Et notre artisane, c'est une artiste, elle s'appelle Na Han. Elle est un peu mystérieuse, parce que j'ai un peu perdu sa trace, j'arrive à la retrouver. Voilà, je l'ai découvert, par une marque de céramique qui est elle aussi très mystérieuse, qui s'appelle Spin, qui a été, conçue en Chine, et que j'ai trouvée très intéressante parce qu'elle s'appropriait totalement des traditions chinoises de céramique, mais avec énormément de modernité dans la manière dont, les produits étaient conçus et développés. Et donc Naan est une des artistes designers artisanes de la marque, et elle a conçu notamment, ce qu'elle a appelé, donc ça elle l'a créé en 2012, ce qu'elle a appelé les 7, ladies, immortal ladies. Donc ils sont 7 vases. Alors ils sont assez petits, hein, je vous en montre un.
en porcelaine biscuit. Donc la porcelaine biscuit, c'est une porcelaine sur laquelle il n'y a pas eu d'émaillage, donc elle est assez fragile, elle n'est pas très dure. Et donc ce qui est assez fascinant, c'est la finesse avec laquelle cette porcelaine a été réalisée. Et donc vous avez comme ça dans son œuvre 7 vases avec des coups très, très élancés. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple d'objets qui finalement, sont des objets qui s'ancrent dans des traditions, d'un pays, mais qui sont complètement adaptés à nos vies contemporaines. Alors je sais que Spin plaisait a priori beaucoup plus à une clientèle internationale qu'une clientèle chinoise, parce que c'est sûr que c'est assez éloigné d'un esthétique enfin, un esthétique du quotidien chinois. Mais je pense que ça appelle notre question sur la Chine qui est finalement artisanat plus Chine, plus contemporain, plus haut de gamme. Quelle est la place, quelle est la place de cet artisanat dans nos pays où le Made in China a une telle réputation euh, un peu médiocre, un peu masse, un peu médiocre, un peu technique, mais en tout cas sur l'artisanat, il n'y a pas de marque qui a réussi vraiment à percer en artisanat chinois, ou alors je ne les ai pas identifiés. Et donc c'est un vrai sujet. Est-ce que une marque un peu haut de gamme d'artisanat chinois peut avoir une vraie place en France ou pas? Affaire à suivre en tout cas. Pour notre 7e voyage, on part en Inde parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'artisanat sans aller en Inde. Et l'Inde, il faut savoir que c'est l'artisanat est le 2e employeur de l'Inde. Donc, ça a une place considérable sur dans ce pays. Et l'ambiance, c'est forcément l'Inde. Alors, quand on parle de l'Inde, on tombe très, très vite dans tout un tas de clichés, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, pour ceux qui sont allés en Inde, euh, tout est vrai un peu dans les clichés, hein. Donc, le côté très foisonnant, grouillant, les sons, les odeurs, c'est absolument fascinant. C'est certainement, enfin, c'est un des plus beaux pays au monde, ça, sans ambiguïté aucune. Et c'est un pays dont, et ça, je pense que c'est très vrai, on déteste ou on adore au premier regard, et il y a peu de retour en arrière sur l'impression que laissera l'Inde. Et alors en Inde, l'artisanat, il est partout. Chaque région a développé des techniques, des spécificités, et l'artisanat dont on va parler dans ce voyage se regroupe sur beaucoup de régions, mais j'ai identifié ici les majeures sur quelques spécificités de l'artisanat dont on va parler. Et les artisans dont on parle, ce sont les artisans brodeurs. Donc la broderie, c'est une des traditions textiles les plus précieuses de l'Inde. C'est d'une diversité et d'une richesse absolument inouïe. Et il y a pas tellement d'équivalent sur la dextérité des artisans indiens. Savoir que ce sont des conditions de travail qui sont très difficiles. Il y a plusieurs manières de regarder la broderie en Inde, hein. Il y a bien sûr les tribus, les ethnies, les traditions ancestrales, où l'Inde est travaillée dans un cadre plutôt familial. Et puis ensuite, il y a la broderie qui est presque devenue à un niveau industriel de production. Il y a une grosse demande de broderie mondiale. Et là, les conditions de travail sont quand même assez compliquées. Généralement, ce sont des hommes d'ailleurs qui travaillent la broderie. Mais il y a une technicité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, hein, sur la broderie indienne. Donc juste, il y a des dizaines et des dizaines de techniques de broderie indienne, mais juste vous en citer 6. Donc, Zardozi, c'est une technique qui vient de Perse, c'est de la broderie avec des fils d'or et d'argent. Shikangari, personnellement, c'est ma préférée, ça vient de l'Uttar Pradesh. C'est sur des tissus extrêmement fins, le plus fin possible, de l'organza, du coton, de la soie, des motifs qui sont brodés sur blanc, donc généralement c'est du ton sur ton, blanc sur blanc. Poulkari, c'est une technique de broderie à l'envers avec des fils de soie, donc qui donne un aspect très illustré avec du relief au motif.
Ensuite, on a le kanta qui commence à être assez connu, en Europe. Le kanta, ce sont des morceaux de tissu anciens, donc usagés, que l'on accumule et pour les tenir ensemble, donc pour continuer à les utiliser, c'est de l'upcycling. On par-dessus, on brode. Alors là, c'est assez sophistiqué sur le modèle, mais on brode, on va mettre des points de broderie pour maintenir les tissus ensemble. Ahari, qui est la technique du milieu, ça c'est une technique extrêmement, précise, donc c'est fait avec un crochet, un peu comme, la broderie Lunéville, que l'on connaît en France, et donc par l'envers. C'est brodé par l'envers avec un crochet, de manière pardon, l'aiguille, le crochet est mis à l'endroit et le fil est en dessous. Donc ça, c'est extrêmement technique et le dernier, le chichak qui est une broderie, où on incruste des miroirs et ça, c'est surtout réalisé par des femmes dans des tribus, du Rajasthan et du Gujarat. Alors, le sujet on peut soulever quand on parle, de l'artisanat et de la broderie en Inde, c'est un vrai sujet de la reconnaissance des artisans parce que finalement, les artisans indiens, on ne les connaît pas. On voit les produits, et notamment les marques de luxe utilisent énormément la broderie indienne parce qu'en France, hein, à part, Chanel, Dior, qui peut, avoir des ateliers, qui peut utiliser, des experts, des artisans maîtres d'art, pour réaliser leur broderie. Sinon, l'intégralité des marques de luxe ne peuvent pas s'approvisionner en Europe. Donc les broderies sont réalisées en Inde, et en fait, ce sont des artisans qu'on ne connaît pas. Ils n'ont pas de nom. Il y a beaucoup d'intermédiaires, entre la marque de luxe et puis l'artisan et l'artisan n'a aucune idée d'ailleurs de ce à quoi va servir son travail. Il va pas regarder un défilé, pour voir que la pièce qu'il aura passé des heures, des mois, voire des années à réaliser, se retrouve, sur un podium, sur un catwalk à Paris ou à Milan et donc ça, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que, heu, l'artisan qui est au bout de la chaîne, a lui aussi une reconnaissance, mais même si c'est pas une reconnaissance, au moins des conditions de travail et des conditions de rémunération qui sont celles de son travail. Alors, on va pas quand même pas, terminer sur, non, non, pardon, non, c'était bon. On va pas terminer sur une note trop négative, bien sûr, mais, parce que l'artisanat d'Asie, c'est une source, d'émerveillement permanente et moi, je crois très fortement à cette idée de mise en commun, de collaboration, de développer la connaissance, de cet artisanat, d'Asie parce que ça enrichit notre quotidien, ça enrichit notre connaissance du monde, et c'est très précieux et donc je crois qu'il faut garder notre esprit ouvert, à ce qui se passe, au-delà des frontières et puis continuer à rêver, à s'émerveiller et puis peut-être d'une certaine manière aussi à aider, au moins en faisant connaître ces techniques. Alors si vous voulez continuer, l'aventure, je vous invite à suivre, notamment le compte, Instagram d'Atelier Ikiwa, parce que, j'y raconte des histoires. Alors, pas forcément tout le temps, mais, en tout cas, j'ai plein de choses à raconter sur le sujet. Et c'est passionnant, donc c'est le début d'une grande aventure et je remercie beaucoup, Magali et la French Craft de m'avoir donné, l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui et de vous raconter ces quelques voyages. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que, peut-être vous avez appris, des choses et en tout cas qu'on peut, continuer la discussion sur ce sujet absolument passionnant.